comprendre pourquoi on parle d'identité aujourd'hui et on parle de plus en plus d'identité. Alors ce processus autour des années 60, c'est ce qu'un certain nombre de chercheurs appellent la seconde modernité. Il y a des termes parfois un petit peu différents. Ces chercheurs, c'est Ulrich Beck en Allemagne, Anthony Giddens en Angleterre, François Dubé en France, etc. Un moment de rupture historique très important. Les historiens n'aiment pas que les sociologues parlent de rupture historique parce qu'ils disent l'histoire est très lente et la mémoire historique est profonde. Alors oui, l'histoire est lente et la mémoire historique est profonde, mais il y a malgré tout des moments de rupture. Parmi ces moments de rupture, il y a la première modernité. La première modernité, suite aux Lumières, l'organisation d'une modernité par le haut, à partir de l'État, d'une certaine manière. Mais du point de vue des individus, dans la vie quotidienne, ça ne change pas grand-chose. Comme le dit Finkielkraut, ils restent inscrits dans une communauté qui leur donne les réponses de la vie. Il y a une vérité collective. Ce sont les grands programmes républicains qui offrent également une morale collective. Il y a une définition de l'avenir. Le chemin de la vie est déjà relativement écrit. Il suffit de le suivre d'une certaine manière. Et la rupture que l'on voit opérer autour des années 60, c'est celle de l'inversion du rapport entre l'individu et le groupe. Jusque-là, l'individu était inscrit dans un groupe qui le portait, le cadrait et lui donnait ses réponses. Et à partir de là, le nouveau modèle, parce que dans la vie quotidienne et concrète, des fois c'est un petit peu plus compliqué que ça, le nouveau modèle, c'est celui de l'individu sujet, qui ne va pas s'isoler du reste de la société, mais qui va être de plus en plus au centre de sa propre vie et décider dans tous les domaines, pour choisir, choisir et choisir encore. Choisir sa vérité, choisir sa morale, choisir son avenir, choisir son identité. Donc, choisir sa vérité, surtout dans la société de l'information qui est la nôtre, dans tous les domaines, de plus en plus, nous devenons un petit peu comme des scientifiques par rapport à notre vie quotidienne. Que doit-on manger? Il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, par rapport au moindre aliment, on va se poser 1000 questions. Et par rapport aux questions que l'on a, la science ne répond pas de manière unanime. Et c'est normal, parce que le savoir scientifique est toujours relatif, provisoire et contradictoire. Il avance par réfutation des hypothèses. Regardez, il faudrait faire un livre sur les conseils, je ne sais pas une attaque des médecins, hein, ils développaient leurs conseils par rapport au savoir de l'époque, mais les conseils médicaux du point de vue alimentaire depuis un siècle. Hein. Il y a un petit peu plus d'un siècle, fin du 19e, grand conseil, manger surtout du sucre et de la graisse. Surtout pas de légumes verts, hein, parce que le risque c'est la famine, le rachitisme, et comme on n'a pas encore une connaissance développée des méfaits du sucre et des graisses, c'est le conseil de l'époque. Mais on pourrait continuer comme regarder, il y a encore 3-4 ans, le pamplemousse, qui pouvait être avéré comme le petit dieu pamplemousse. Je prends du pamplemousse, c'est bon pour la santé. Paf! Une étude scientifique montre que le pamplemousse, associé à certains médicaments, peut avoir des effets très négatifs, etc. Il y a 2 mois, la salade verte. Alors, on ne sait plus dire à quel sein se vouer le mot, et pas par hasard. Parce qu'on est contraint de développer des petites croyances personnelles. Je parlais du dieu pamplemousse. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une réflexivité de type critique absolu. Sinon, vous allez faire vos courses dans l'hypermarché et vous n'en sortez pas. Parce que si vous posez les vraies questions à propos de chaque aliment, vous pouvez rester 24 heures devant un yaourt sans prendre la décision. Alors là, je ne vous parle que de l'alimentation. Il y a d'autres choses dans la vie. Comment élever son enfant? Et on offre des offres de savoir pédagogique, comment choisir un conjoint, etc. Je ne développe pas. La vie devient un enfer mental. La fatigue d'être soi, c'est le très beau titre du livre d'Alain Ehrenberg,
être soi, justement. Alors, au cœur de cet être soi, c'est un approfondissement de la démocratie. La démocratie a commencé comme un système politique, ça on connaît bien, mais aujourd'hui, s'approfondit dans la vie personnelle et privée. Chacun choisit sa vérité, choisit sa morale. Choisit sa morale, mais qu'est-ce qui est bien dans la vie? Il n'y a plus d'interdit. La loi interdit 2 ou 3 choses comme ça, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qui est bien par rapport à tout ça? Dans mon livre sur la drague sur Internet, j'étais tombé sur un forum de discussion très intéressant. Souvent, les forums de discussion, c'est des forums de discussion sur une quête de la norme et des repères aujourd'hui, parce que comme tout est possible, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est bien? Voilà. Et il y avait un forum de discussion sur peut-on coucher le premier soir? En fait, ça s'adressait aux femmes. Les hommes, il n'y avait pas de problème. Et c'était... bon, je vais vite parce que là, je vais être hors sujet. C'était très intéressant. Il y a certains qui disaient, il n'y a pas de problème, c'est le feeling qui décide. Et encore, non, pas du tout, parce que le feeling, ça fonctionne. C'est un fonctionnement cognitif réel. Mais ça dépend des ingrédients qu'on a mis dans la machine au départ. Est-ce que c'est... on cherche l'homme d'un soir ou l'homme pour la vie, ça ne va pas être le même feeling. Hein, et finalement, il y a un consensus qui s'est dégagé. Et c'était très intéressant. Et donc, tout le monde s'est mis d'accord en disant, ça dépend. Ça dépend si on est amoureux ou pas. Si on est amoureux, ben, il vaut mieux éviter quand même de coucher le premier soir. Là, c'est une rencontre qui est un peu différente. Mais si on n'est pas amoureux, ben, c'est pas interdit. Pourquoi pas? Alors, c'était pas pourquoi pas. Et là, il y avait une phrase qui circulait, j'allais dire de bouche en bouche, de clavier à clavier. Et quand il y a une phrase qui circule comme ça, elle indique une nouvelle morale, collective, pas obligatoire, mais qui commence à se former. Et cette phrase, c'était « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Et du coup, beaucoup de relations, c'est ce que je vous ai dit pour le premier matin, commencent aujourd'hui, comme ça, par la sexualité. Historiquement, c'est une sorte d'inversion qui commence entre sentiments et sexualité. Autrefois, il fallait que les sentiments soient éprouvés, voire qu'il y ait l'institution du mariage pour qu'on ait le droit à la sexualité. Aujourd'hui, la sexualité est banalisée, n'est plus interdite. On peut commencer par là et voir si le sentiment peut éclore. Bon, cet exemple un petit peu long, choisir sa vérité, choisir sa morale. On peut trouver un consensus des fois dans un forum de discussion, mais les consensus sont limités et rares. Restent 1000 questions, sans cesse. Choisir sa vérité, choisir sa morale, choisir son avenir, choisir ses relations sociales. Autrefois, l'individu était défini par le groupe qui l'englobait. Aujourd'hui, il construit son réseau, surtout avec Internet. Hein, on construit et on gère son réseau de relations, voire on le construit, on le compartimente, etc. Et du coup, comment on réunit tout ça? Comment la vie peut prendre un sens unique par rapport à tout ça, à cet éclatement? Surtout qu'à certains moments, on donne une réponse sur une question, mais 2 heures plus tard, on va donner une autre réponse à la même question. Et ce même individu, il traverse des cercles de socialisation très divers, au travail, avec les amis, avec la famille, où il n'est pas exactement le même, où il n'a pas exactement le même système de valeurs. Et dans sa vie, il évolue, il change également d'idées. Donc, nous avons en nous-mêmes un écheveau d'opinions, de systèmes de valeurs, de prise de position infini et contradictoire, incroyablement contradictoire, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et du coup, nous sommes obligés, contraints, de travailler à fabriquer une unité de sens. Alors déjà, du point de vue un peu biographique, Paul Ricoeur parle d'identité narrative. Son terme est extrêmement important. Nous sommes contraints, d'une certaine manière, à nous raconter
l'histoire de nous-mêmes à partir de tout ce que nous sommes en train de vivre pour construire le sens et que ça fasse histoire, que ça ait une certaine suite. Mais également, à chaque instant, je vais prendre des options. À chaque instant, dans tous mes choix, mes micro-choix, même des choix des fois complètement qui ont l'air dérisoires, ridicules. Admettons, pour venir ici, j'ai été en retard. Ce n'était pas du tout le cas. On était même totalement en avance. Et que pour arriver dans la salle, il y a eu un boulevard avec beaucoup de circulation de voitures. Ce n'était pas le cas non plus, mais c'est une image que je prends. Deux options s'offraient à moi. Traverser le boulevard quand même malgré tout et prendre un petit risque, ou bien attendre que le feu se mette au rouge pour les voitures pour que je puisse passer. Ça a l'air ridicule cette chose-là, ça va durer 2 secondes. Là. Mais comme ça, dans ma tête, c'est souvent très visuel, je vais avoir 2 images de moi qui vont porter toute une éthique, tout un système de valeurs, 2 systèmes de valeurs. Ou bien, première option, je suis quelqu'un de très sérieux, d'organisé, je vais prendre un risque pour être à l'heure et je me vois fendre le boulevard et voir les voitures qui s'arrêtent. Deuxième option, c'est que quelques secondes, beaucoup plus hédoniste, ça ne va pas changer grand-chose. Je m'imagine au contraire être écrasé si je traverse la route, donc je ne vais pas prendre. Et je vais rentrer dans une image ou dans l'autre. Et cette image ou l'autre, c'est une petite totalité de sens, à un moment donné, qui me permet l'action. Si je ne crée pas cet aspect totalisant de moi-même, je ne peux pas agir. Il faut que j'ai une idée simple, claire. Voilà. Au cœur de l'identité, il y a ça. Il y a ce moment d'évidence totale, claire, simple. C'est pour ça que la définition fausse de l'identité est si répandue. Parce qu'elle se rapporte à un moment du processus. Individuellement, à un moment donné, je construis cette totalité pour adhérer à moi-même et pouvoir agir. Si j'ai une idée de moi-même, puis le contraire, etc., le corps ne va pas se mettre en action, tout simplement. Et